Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les titres de l'actualité de ce jeudi 19 mai. Ils étaient une nouvelle fois dans la rue, les opposants au projet de loi travail. 2000 à 3500 personnes ont manifesté ce matin à Tours. Blocage des raffineries dans le Grand Ouest, les dépôts pétroliers de Saint-Pierre-des-Corps sont pris d'assaut depuis le début de la semaine. Doit-on craindre une pénurie de carburant en Indre-et-Loire ? Montrésor l'an passé, pourquoi pas Camp-de-Saint-Martin cette année? Le village de Touraine est en lice pour le concours 2016 du village préféré des Français. Semaine cruciale pour la mobilisation contre la loi travail. 7e manifestation à Tours aujourd'hui, plutôt pacifique. 2000 à 3500 personnes, des opposants au projet, se sont retrouvés ce matin dans les rues de la ville. Objectif, montrer que la mobilisation ne se dégonfle pas. Le 49.3 ayant remotivé les troupes. Dans les rangs, syndicats, ouvriers, fonctionnaires et un petit noyau de 400 jeunes. Romain Delville. Selon la police ou selon les syndicats, ils étaient entre 2 et 3500 à battre le pavé une nouvelle fois contre la loi travail et l'utilisation de l'article 49.3 pour la faire adopter par les députés. Une preuve pour les organisations syndicales que la mobilisation croît. Il y a un rebond, pourquoi? Parce que ça fait depuis le mois de mars que des gens manifestent et pas toujours les mêmes dans les rues de Tours. Ça fait quand même beaucoup de monde qui sont mobilisés. Et puis il y a un rebond aussi parce qu'il y a le 49.3. Donc finalement on en a marre qu'on nous méprise. On ne peut pas mépriser comme ça aussi longtemps le mouvement social. Il faut l'entendre. Le gouvernement ne veut pas l'entendre. Le mouvement social va se faire entendre. Pour les syndicats, ces manifestations depuis 2 mois sont aussi là pour dénoncer l'accumulation de lois, de pactes avec le patronat, nuisibles selon eux pour les salariés. Des revendications que cristallise la loi travail avec un espoir, celui d'une convergence des luttes et d'une grève générale. On a espoir évidemment que la lutte se généralise et qu'il y ait de plus en plus d'appels à la grève, des salariés qui se mettent en grève partout dans les entreprises. Toute la politique menée par le gouvernement depuis des années qui se concrétise dans une politique d'austérité et qui a conduit à abaisser le niveau de prestations et des droits sociaux des salariés. Et finalement, avec cette loi de travail, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Au niveau du parcours, les manifestants avaient des fourmis dans les jambes aujourd'hui. D'abord prolongée sur les quais de Loire, la manif a fait face à distance avec la police. Puis direction le boulevard Horteloup à l'ombre des platanes, un passage devant la gare, puis dans la gare. Les plus jeunes d'entre les manifestants ont eu droit à un nouveau face-à-face policier devant le tribunal avant de reprendre le chemin des tanneurs pour une assemblée générale. Un nouveau rassemblement était prévu ce soir, cette fois pour l'AG du MEDEF à Montlouis. Et au vu de la situation, le MEDEF a finalement décidé au tout dernier moment de changer de lieu pour tenir son assemblée générale ce soir. Une assemblée qui se tient donc finalement à Isopark, à Sorigny. Et la mobilisation contre la loi travail, c'est aussi sur les routes de France que ça se passe. Depuis le début de la semaine, les dépôts de carburant et les grandes raffineries du Grand Ouest sont bloqués. En Normandie, en Bretagne, dans les Pays de la Loire, tout le littoral ouest est touché. Pas de mouvement de panique ni d'inquiétude pour l'Indre-et-Loire pour le moment. En revanche, les 2 dépôts pétroliers de Saint-Pierre-des-Corps sont pris d'assaut et pourraient bien se retrouver à sec d'ici la fin de la semaine si la situation continue. Le point avec Amanda Breuer-Rivera. Blocage ou pas dans les régions voisines, pour l'instant la pénurie d'essence semble bien loin des préoccupations des Tourangeaux. Je viens là parce que j'ai besoin de faire le plein, du moins c'est la voiture qui me le rappelle. J'ai entendu parler que c'était plutôt vers Caen ou Rouen par là que ça coinçait, mais là a priori non, je suis pas inquiet plus que ça. Pas de ruée vers les stations d'essence dans l'agglomération. Pourtant, devant les dépôts de carburant et de pétrole de Saint-Pierre-des-Corps, une queue de camions-citernes persévère depuis 2 jours. Une centaine de ravitailleurs de La Rochelle, Donge et Le Mans patientent depuis des heures pour pouvoir faire le plein et approvisionner les stations d'essence des régions limitrophes. Elles ne s'en venaient pour charger du carburant parce qu'à La Rochelle, c'est fermé. Et ils ont ras-le-bol, quoi. Ils ont fait ça. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est normal, même nous ne sommes pas bien pillés. Et là, nous sommes venus là pour charger, pour dépanner. Depuis le début des blocages, les centres de carburant de Saint-Pierre-des-Corps ont vu leur fréquentation doubler. Comptez aujourd'hui 200 camions pétroliers et l'écoulement de 5 millions de litres par jour. À ce rythme, les dépôts tourangeaux devraient se tarir au courant de la semaine prochaine, si elles ne sont pas ravitaillées entre-temps. Or, la pipeline qui alimente les dépôts de Saint-Pierre-des-Corps passe par Orléans, la région parisienne, Rouen et Le Havre. Une ville durement touchée par la mobilisation des routiers. S'il n'y a plus de pétrole à Saint-Pierre-des-Corps, l'Indre-et-Loire et ses départements limitrophes devront à leur tour se ravitailler ailleurs où le carburant manquera.
En bref, dans l'affaire, Farida Belgoul a joué les tours. Le jugement a été rendu aujourd'hui. 5 000 € d'amende pour la principale intéressée, 4 000 pour son acolyte Dalila Hassan et 12 000 € de dommages et intérêts. Rappelez-vous, c'était il y a 2 ans, en mars 2014, en pleines élections municipales. Les 2 femmes membres du collectif radical Journée du retrait de l'école avaient accusé à tort, dans une vidéo sur Internet, une institutrice de l'école Blotterie à jouer les tours. Elle l'avait accusée d'avoir organisé des attouchements entre élèves de maternelle en vue de l'application de la théorie du genre. Des accusations qui se sont très rapidement révélées sans fondement. En mars dernier, Farida Belgoul avait été mise en examen pour complicité de diffamation envers l'enseignante. On écoute Maître Chotan, l'avocat de Farida Belgoul. Ce que je comprends moins dans cette décision, mais j'attends de lire le jugement, c'est que je n'ai pas entendu dans les commentaires du magistrat, et qui a fait de longs commentaires, que nous étions en présence d'une diffamation publique. Alors pour que nous soyons condamnés, il fallait que ce soit une diffamation publique. Pour nous, nous avons invoqué la bonne foi, mais ça a été écarté, mais on ne nous a pas répondu sur le caractère de diffamation publique ou privée. Donc je crois que, hélas, cette affaire aura une suite devant la Cour d'appel parce qu'il y a des éléments qui mériteront d'être mis en cause. Mais j'attends évidemment pour régulariser cet appel, d'une part, l'accord de ma cliente et évidemment d'avoir lu le jugement parce que c'est toujours très intéressant de savoir comment le tribunal a motivé une décision. À Tours, le principal auteur du saccage de la piscine Boson devant la justice. Les faits remontent au 9 mai 2013. 11 jeunes s'étaient introduits dans la piscine en travaux et avaient saccagé l'ensemble du bâtiment, brisant les vitres, jetant des sacs de ciment dans le bassin, taguant les murs. La piscine, qui devait rouvrir quelques jours plus tard, avait été de nouveau fermée pendant 7 mois et demi. Fred Ngoma, 22 ans, absent à l'audience du tribunal correctionnel, a été jugé par défaut. Le procureur a requis 2 ans de prison, dont 1 ferme et 1 mandat d'arrêt. Les 10 jeunes qui l'accompagnaient ce jour-là ont eux été condamnés chacun à 105 heures de travail d'intérêt général. Maintenir des services de proximité partout, voilà la promesse du gouvernement qui souhaite mettre en place un guichet unique des maisons de services au public. 1000 devraient être créés d'ici l'an prochain en France. Objectif: plus de territoires ruraux isolés. En Indre-et-Loire, la préfecture a missionné le conseil départemental pour faire un état des lieux, un diagnostic de la situation avant la mise en place de ces maisons. Au total, le département devrait en compter 22 d'ici 2017. Aurélie Renaud. Un agent de Pôle emploi, un autre de l'assurance maladie, un guichetier de la Poste, un autre de la SNCF et pourquoi pas un opérateur de téléphonie. Le tout sous un même toit. Voilà à quoi pourraient ressembler les maisons de service au public. Une sorte de guichet commun qui assurerait un service minimum dans les zones rurales, souvent desservies. Les secteurs géographiques où c'est vraiment un besoin plus fort qu'ailleurs, je verrais tout le secteur du Grand Lochois, tout l'extrême nord du département, Racan, le Richelet, le Bouchardais. Voilà, ce sont des secteurs où il n'y a plus beaucoup de présence. Il existe déjà 7 maisons de ce type en Indre-et-Loire. L'objectif en 2017, 22 maisons. D'ici là, la préfecture a missionné le conseil départemental qui doit faire un grand diagnostic, celui du manque ou non de services publics, mais pas seulement. Ce scanner fera le point sur l'offre de santé, sur les écoles ou encore le transport. Ce schéma d'amélioration de l'accessibilité aux services à peine amorcé, déjà des points communs apparaissent sur les territoires dès la sortie de la deuxième couronne de Tours. Des services comme la Poste, qui a tendance à faire. Sur le département, il y a d'autres services, bien sûr. Il y a la santé, le manque de médecins, tout ce qui concerne la santé. Les multiservices qui ferment les uns après les autres, donc plus de services marchands dans les communes. Les maisons de service au public pourraient être hébergées dans certains bâtiments publics, des mairies ou des communautés de communes. Leurs frais de fonctionnement, eux, seront pris en charge par l'État. Après Montrésor l'an passé, c'est à nouveau un village d'Indre-et-Loire qui représente la région Centre-Val de Loire au concours 2016 du village préféré des Français sur France 2. Ce village, c'est Camp-Saint-Martin, situé à l'extrême sud-ouest du département, est déjà classé dans les plus beaux villages de France. Le vote se clôt le 3 juin. Alors, est-ce que Cande va renouveler l'exploit de Montrésor, arrivé 2e l'année dernière? Réponse le 7 juin prochain. Florent Carrière. Camp-Saint-Martin, un village niché au-dessus du confluent de la Loire et de la Vienne.
Ses ruelles, sa collégiale du XIIe siècle et son panorama, autant d'atouts pour obtenir une bonne place au concours du village préféré des Français. C'est une totale surprise. Nous n'avions pas candidaté, donc on ne s'est pas préparé à recevoir donc ce tournage, ni même à faire de la communication après. Donc, eh bien, on se débrouille. Tout le monde met la main à la pâte. On prévient nos réseaux personnels. Nous comptons énormément sur vous. Des candets modestes et discrets, tout l'inverse des habitants de Montrésor qui, il y a un an, s'étaient mobilisés autour d'une véritable campagne de lobbying. Images aériennes tournées par drone, site internet spécifique, réseaux sociaux, Montrésor a tout fait pour mobiliser autour de sa candidature avec l'objectif de gagner. En fait, on a essayé de mettre en place tout ce qu'il était possible de faire pour encourager les gens à voter, et pas seulement sur le département, la région, mais d'étendre cette action-là à toute la France, parce qu'en fait, il y a beaucoup de touristes qui sont venus ici et qui n'étaient pas du tout du département, qui étaient de bien plus loin et qui nous ont dit « on a voté pour vous ». Car une participation à une émission télé comme celle du village préféré des Français, ce sont des retombées assurées pour la commune pendant 3 ans. Une visibilité médiatique, ce sont des touristes en plus. Résultat à Montrésor, plus 40% de fréquentation en plus depuis un an. 50 à 60 000 visiteurs s'y seraient rendus depuis juillet dernier. Montrésor était déjà connu en tant que classé parmi les plus beaux villages de France. Et c'est ce label-là qui est quand même le label le plus porteur. Les villages préférés, ça a donné le coup de booster, un peu de visibilité, ça nous recentre un peu au milieu de la carte. Un coup de booster et des commerçants qui profitent de l'arrivée de ces nouveaux touristes. Plus 20% de fréquentation en plus au château, plus 20 à 30% à la boulangerie-pâtisserie, carton plein également au café de la ville et un deuxième restaurant a même ouvert depuis un an. Alors comment les commerçants de Camp de Saint-Martin appréhendent-ils la médiatisation de leur village? J'en attends plutôt des retombées positives, bien sûr. Le seul problème, si vous voulez, c'est que les visiteurs ont tendance à venir toujours un petit peu au même moment. Le risque de la saturation, c'est ce qui est arrivé cet été à Montrésor. Médiatisation et beau temps, les commerçants ont été débordés. Le petit souci, c'est qu'on n'a pas la structure pour accueillir autant de monde que ça à la fois. Et on a réussi, mais on a peiné. Je suis plein à l'intérieur, j'ai 35 personnes maximum. À l'extérieur, j'ai une 60aine de personnes. Je ne peux pas en mettre plus. C'est pas possible. Si bien que certains touristes se sont plaints d'une offre de restauration jugée trop faible. Alors le maire envisage de recommercialiser la rue centrale de Montrésor. Situation à peu près identique à Camp de Saint-Martin qui connaît déjà une fréquentation très importante en période estivale. Camp qui en revanche peut compter sur l'offre de sa commune voisine, de sa commune attenante, Montsoreau. En l'espace de 30 ans, il est devenu l'un des poumons pour l'aide et la solidarité sur notre territoire. Le Secours catholique fête cette année ses 70 ans et pour l'occasion, des marches fraternelles sont organisées jusqu'à samedi afin d'aller à la rencontre des habitants des communes traversées. Nous en parlerons dans un instant avec Stéphane Andolenko, le directeur du Secours catholique d'Indre-et-Loire. Restez avec nous, à tout de suite.